Cette semaine, nous parlons de stockage avec la pré-annonce d'un nouveau service de stockage, de nouvelles fonctionnalités sur EBS également. On parlera aussi d'une baisse de prix des fonctions lambda et de nouvelles possibilités de formation et de préparation aux examens de certification. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Il ne s'arrête pas pendant l'été, un épisode tous les vendredis matins pour consommer soit directement sur le chemin du boulot ou pour prendre avec vous dans la poche si vous avez la chance de partir en vacances. Vendredi 12 août, la veille d'un long week-end, donc 2 fois plus de raisons d'écouter ce podcast AWS en français, disponible dans toutes les bonnes applications de podcast et sur le site web aussi d'Amazon Web Services France, sur le blog d'Amazon Web Services France. Puis sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et puis des tas d'autres. J'espère que l'été se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud si vous êtes en été, en tout cas pour le moment, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent dans l'autre hémisphère. Pour vous, c'est l'hiver, courage, ça viendra bientôt. Stockage Day. Le Stockage Day, ça fait 4 ans qu'il y a une journée dédiée au stockage avec des événements en ligne. Cette année, il y avait un live stream tout au long de la journée avec des experts qui venaient parler des services de stockage et comment nos clients utilisent les services de stockage pour répondre à leurs besoins les plus exigeants en matière de base de données, de stockage de fichiers, de stockage par bloc. À cette occasion, il y a 2 petites annonces qui ont été faites, non, une grosse et une petite. Je vais commencer par la petite, tiens, pour arrêter un tout petit peu avant la grosse. La petite, c'est une petite modification dans l'API des snapshots d'Amazon EBS. Pas vraiment une modification, un ajout pour être plus précis. Vous saviez que quand vous voulez faire des snapshots d'EBS, initialement, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, vous deviez faire les snapshots un à la fois si vous avez plusieurs volumes EBS attachés à vos instances Amazon EC2 avec du RAID par exemple ou des bases de données qui utilisent différents volumes et que vous vouliez faire un snapshot consistant de l'ensemble, c'était à vous d'arrêter les I/O au niveau du file system et puis de prendre un snapshot à la fois sur chacun des volumes et surtout les restaurer dans le bon ordre, ce qui n'était pas toujours facile et demander un peu de scripting. Il y a quelque temps, on avait introduit les snapshots en one shot, tous les snapshots d'un coup. Donc, si vous aviez plusieurs volumes attachés à une instance Amazon EC2, bien vous pouvez prendre tous les snapshots d'un coup, ce qui facilitait énormément la prise de snapshot et le restore, surtout dans les cas multivolumes évidemment comme en RAID. Alors évidemment, certains d'entre vous, certains de nos clients nous ont dit ouais, mais les deux sont bien, mais j'aimerais bien un truc au milieu entre les deux. Et donc on a lancé cette semaine la possibilité de faire un subset des snapshots uniquement. Donc si vous avez une instance Amazon EC2 avec plusieurs volumes EBS, disons le volume système avec le système d'exploitation et puis 3-4 volumes peut-être pour les données, les bases de données ou pour du RAID sur la partie données, maintenant vous pouvez faire un snapshot coordonné des volumes, d'un sous-ensemble de volumes que vous souhaitez et donc ignorer certains volumes dans votre catégorie de snapshot. Voilà ce qui devrait simplifier la vie de certains administrateurs système. Une autre nouveauté stockage qui a été préannoncée, je devrais dire, pendant le Stockage Day, c'est un nouveau service qui sera lancé plus tard dans l'année. On en parle depuis assez longtemps en interne. C'est un service qui va s'appeler Amazon File Cache. Et l'idée, c'est de vous donner un cache dans le cloud pour un file system que vous pouvez connecter à vos instances EC2, qui va lui-même prendre ses sources sur des sources disparates, diverses et variées. Alors à terme, je ne sais pas si toutes les sources seront disponibles dès le lancement plus tard dans l'année, mais à terme l'idée c'est de pouvoir mélanger du EFX, du Amazon S3, du EBS, voire même du on-premises via NFS et de vous donner une vue unifiée de ce file system, donc de faire un cache dans le cloud pour vos instances EC2 les plus demandeuses. Typiquement tout ce qui a besoin d'un accès rapide, bursting comme on dit en anglais, donc avec des pics d'utilisation pour faire du media rendering, pour faire de l'EDA, donc Electronic Design Automation ou de l'analytique Big Data. Vous en saurez plus quand ça sera lancé évidemment. J'aurai le plaisir de vous écrire le blog post pour vous expliquer tout ça plus tard dans l'année. Mais si vous pensez être déjà intéressé, que vous voulez jeter un coup d'œil, vous voulez avoir plus d'informations, il y a un lien vers un formulaire que vous pouvez compléter pour obtenir plus d'informations et peut-être même participer à une preview et je vous mets le lien évidemment comme d'habitude dans les notes de ce podcast.
Une baisse de prix, encore une, pour le service AWS Lambda cette fois-ci. Alors c'est pas une baisse de prix nominale, je veux dire on baisse pas le prix du million d'appels faits à des fonctions Lambda, puisque vous savez, donc les fonctions Lambda, ce sont ces fonctions serverless qui vous permettent d'exécuter du code en TypeScript, en Python, en Java, en .NET et d'autres langages sans que vous ayez à manager de serveurs. Typiquement, il y a deux métrique principale pour la facturation de Lambda, c'est le nombre d'invocations, avec un prix que je connais par cœur qui est très bas, c'est 30 centimes par million d'invocations de fonctions. Donc ça, c'est la première métrique. Et puis, l'autre métrique, c'est une métrique de CPU temps, donc combien de millisecondes de CPU vous consommez. Et là, le prix dépend de la taille du container dans lequel tournent vos fonctions Lambda. Au plus il y a de mémoire, au plus il y a de CPU, évidemment, au plus c'est cher à l'heure, et au moins c'est cher à l'heure. Donc ça, ce sont les bases de la facturation sur AWS Lambda. Qu'est-ce qui change? Il me dit, eh bien, c'est l'introduction d'un prix dégressif pour Lambda. C'est-à-dire, pour le moment, vous payez le même prix par invocation que vous appeliez Lambda 3 fois, enfin, allez, 1 million, parce que sinon en dessous du million c'était gratuit, mais 1 million de fois ou 6 milliards de fois. Et bien maintenant, il va y avoir un prix dégressif pour les premiers 6 milliards d'appels, ça change pas, mais si vous êtes un gros utilisateur de Lambda et que vous appelez vos fonctions Lambda entre 6 et 15 milliards de fois par mois, vous allez avoir 10% de discount sur le prix des premiers 6 milliards. Et si vous appelez vos fonctions Lambda plus de 15 milliards de fois dans le mois, vous allez avoir jusqu'à 20% de discount. Et ce discount vaut à la fois sur les fonctions Lambda qui tournent avec des CPU x86, x64 ou de l'ARM 64, donc des processeurs Graviton 2 qu'il y a sur Lambda pour le moment. Sauf que là, les seuils, les tiers ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est de 0 à 7,5 milliards. Vous payez le même prix que maintenant. De 7,5 à 18,75, presque 19 milliards, vous payez moins 10%. Et puis au-delà de 18,75, vous payez moins de 20%. Le blog post qui est lié dans les notes du podcast vous donne des exemples de discount que vous pouvez avoir en fonction donc de votre utilisation d'AWS Lambda. Tiens, et puisqu'on parlait de Graviton, vous savez, ce sont ces processeurs à architecture ARM 64 conçus par AWS qui vous permettent d'économiser, puisqu'ils fournissent des ratios coût-performance jusqu'à 30, parfois 40% meilleurs que des processeurs x64 équivalents. Eh bien, il y a un nouveau programme qui est démarré, qui s'appelle Graviton Fast Start, qui est un programme qui vous permet de faciliter la migration de vos applications. Alors, en fonction du type d'application, si ça tourne sur de l'EC2, il y a de la documentation en plus spécifique sur la migration d'un environnement x64 vers ARM. Même chose pour Lambda, même chose pour Fargate, même chose pour les bases de données, puisque Aurora peut tourner sur Graviton, et puis RDS, Postgres par exemple, MySQL ou MariaDB peuvent également tourner sur des processeurs Graviton. Et puis Graviton est disponible également en service managé pour Elastic Cache et pour Elastic MapReduce si vous avez des workloads genre Hadoop ou Spark à faire tourner. Plusieurs clients utilisent des instances Graviton. Twitter, si vous êtes client Twitter, pour construire la timeline que vous voyez dans votre application, et ils utilisent les nouvelles instances Graviton 3, les C7G, et ils ont ainsi trouvé qu'ils ont des améliorations de performance entre 20 et 80%. C'est une fourchette assez large. Ils réduisent les latences aussi de 35% par rapport à la génération précédente qu'ils utilisaient déjà, les Graviton 2 avec des instances C6G. Et puis la Formule 1 également utilise des instances Graviton. Ils sont passés aussi sur Graviton 3 et les C7G pour tout ce qui est calcul de dynamique des fluides. Vous savez, Formule 1 fait beaucoup de simulations de dynamique des fluides pour définir les règlements que les équipes devront appliquer en matière d'aérodynamique. Là aussi, en passant sur Graviton 3 C7G, ils estiment avoir gagné 40% de performance pour les mêmes simulations que ce qu'ils faisaient en Graviton 2 sur les instances C6G. Si vous êtes développeur .NET, vous utilisez Visual Studio. Un changement de licence pour Visual Studio. Vous pouvez maintenant avoir les licences incluses avec Amazon EC2 basées par utilisateur. Donc via l'outil AWS License Manager, vous déclarez vos licences dans AWS License Manager et chaque fois qu'une instance EC2 est démarrée pour un de vos développeurs, elle va consommer
une licence pour cet utilisateur-là pour la période de temps que l'instance va tourner. Donc si vous arrêtez l'instance le soir, la licence sera libérée pour être utilisée par quelqu'un d'autre. Donc comment ça marche? Vous devez aller dans le License Manager, vous devez configurer les licences que vous avez pour Windows Professional. Mon collègue Shani Yoon de Corée vous montre comment ça marche dans le blog post. Et puis à chaque fois que vous démarrez une instance EC2, vous utilisez l'EMI, l'image avec Visual Studio Professionnel connecté à License Manager, et donc il n'y a rien à configurer, ça se fera tout seul à chaque fois que vous démarrez une instance Windows avec Visual Studio 2022 et License Manager. Il consommera les licences et tiendra compte de la licence pour l'utilisateur pour une période de temps donnée. Si vous êtes développeur .NET ou que vous gérez des parcs de machines pour des développeurs .NET, allez jeter un coup d'œil à l'article écrit par Chani, il est très complet. Enfin, dernière nouvelle de cette semaine, relativement légère en termes d'actualité cette semaine, c'est un nouveau moyen de consommer du contenu de formation et de préparation à la certification AWS avec les abonnements à Skill Builder. Skill Builder, vous le savez, c'est le site web, le point d'entrée dans le monde du training et de la certification AWS. Ça s'appelle skillbuilder.aws. C'est une adresse assez facile à retenir. Bien, jusqu'à présent, vous aviez des cours en ligne gratuits, vous aviez des plans d'apprentissage. Par exemple, si je veux devenir expert serverless, le système va me guider à travers plusieurs cours que je peux prendre. Il y avait également des ensembles de questions pour m'entraîner à certains examens de certification, et il y avait un Cloud Quest également sur le thème Cloud Practitioner. Ça, c'est ce que j'avais gratuitement. Si vous prenez un abonnement payable par mois ou annuellement, vous avez en plus plein de choses. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Builder Labs, donc des labs, il y a plus de 100 labs où vous pouvez vous entraîner dans un sandbox, donc il ne faut pas avoir de compte AWS, il ne faut pas avoir de carte de crédit, enfin si, pour s'inscrire à la souscription, mais après, vous ne risquez pas d'exploser une carte de crédit sur un compte AWS. Plus de 100 labs, dans les labs, vous avez un PDF avec des instructions step by step et un compte AWS, et vous pouvez suivre des instructions pour apprendre quelque chose. Il y a aussi des AWS Jam, ça c'est la deuxième chose à laquelle vous avez accès avec les souscriptions. Les Jam, c'est un peu comme les Game Day. Alors je me rends compte que si vous connaissez pas les Game Day, évidemment ça vous aide pas à comprendre ce que c'est que les Jam, mais les Jam, on vous donne un ensemble de challenges à résoudre, mais on vous donne pas des instructions step by step. Si vous êtes vraiment bloqué, il y a des suggestions que vous pouvez débloquer pour avoir un indice vers où aller. Mais par exemple dans un Jam sécurité, le système peut vous dire tiens, vous avez une base de données et elle est pas chiffrée, ou les snapshots ne sont pas chiffrés, changez ça. Et on vous dit pas comment, à vous de voir dans la doc, à vous de voir où est la base de données, comment changer ça, est-ce qu'il faut arrêter la base de données ou pas. En revanche, il y a un système en background qui tourne pour vérifier quand le challenge est appliqué, donc vous recevez des points quand le challenge est réalisé, et ça on s'en rend compte tout seul. Donc il y a un Jam sécurité avec plus de 10 tâches, je crois, ainsi, 10 ou 15 tâches que vous pouvez réaliser sur les AWS Jam. Il y a aussi le Cloud Quest. Le Quest, c'est un jeu en 3 dimensions, vous avez un avatar, vous baladez dans une ville, et dans chaque quartier de la ville, les habitants de la ville ont des challenges cloud à vous proposer, et vous devez aider les habitants pour résoudre ces challenges. Là, nouveau, il ne faut pas de carte de crédit, vous recevez des comptes AWS Sandbox sur lesquels vous pouvez pratiquer en toute sécurité. Il y a 4 profils pour le moment. Cloud Practitioner, qui est déjà dispo dans la version gratuite. Il y a Solution Architect, Serverless Developer et Machine Learning Specialist, avec chaque fois différents challenges à résoudre sous forme de jeu dans une ville en 3 dimensions. Vous devez vous promener dans la ville comme vous le faites dans un jeu vidéo. Et puis, 4e chose qui est disponible avec les souscriptions, ce sont non plus des ensembles de questions pour vous préparer à la certification, mais des examens blancs, un examen complet avec le même système de calibrage de points, de comptage de points, le même nombre de questions, le même temps pour répondre. Donc il y a plusieurs examens qui sont disponibles. Cloud Practitioner, Certified Solution Architect Associate, Certified CSOP Administrator Associate, et puis on en rajoutera d'autres dans le
futur. Même interface graphique aussi, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble quand vous serez sur l'écran. Donc ça c'est tout ce qui est disponible dans l'abonnement individuel. Et puis un abonnement par équipe également, où là l'administrateur de l'équipe peut assigner des tasks à certaines personnes. Il peut faire le suivi aussi, voir où vous en êtes dans vos progrès. Donc il y a des progress reports. Et puis il y a des possibilités de single sign-on qui sont ajoutées aussi. Si vous avez un Active Directory d'entreprise par exemple, eh bien vous pouvez configurer le single sign-on depuis cet Active Directory. Alors je vous entends depuis que j'ai commencé à dire ça. Combien ça coûte, monsieur ? Voici la réponse à la question. Ça coûte $29 par mois pour l'abonnement individuel. Si vous le prenez pour une année, c'est 299, donc 300 par an. Ça fait un discount de 14% par rapport au prix par mois. Évidemment, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, comme d'habitude. L'abonnement par équipe, lui est un peu plus cher, évidemment, comme vous avez des possibilités plus avancées. C'est $449 par année et par personne. Ces abonnements individuels sont disponibles dans 200 pays, dont la France évidemment, et la plupart des pays francophones, 12 langages, dont le français évidemment. Les abonnements par équipe, eux, sont disponibles dans 17 pays, dont la France, et dans les mêmes 200 langages que les abonnements individuels. Voilà pour le tour des nouveautés AWS qui ont attiré mon attention, qui j'espère vous intéresseront également cette semaine. La semaine prochaine, on parlera avec une entreprise qui fait du SaaS sur le cloud et comment ils utilisent le cloud, comment ils ont migré vers le cloud. C'est Future Master, une conversation super intéressante qui est déjà en boîte, prête à être diffusée. Vous la découvrirez vendredi prochain, même heure, et puis on se retrouve en simuli direct dans 2 semaines pour le What's New, quelles sont les nouveautés sur AWS des 2 dernières semaines. J'espère que votre été est doux et chaud. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.